Bonjour, c'est Professeur Bachat avec vous. On a vu dans l'exemple suivant comment écrire ce problème de programmation linéaire sous deux formes. La forme suivante, qu'on appelle la forme canonique. D'accord, attention, cette forme canonique, elle est exprimée en fonction de deux variables, ce qu'on appelle les variables de décision, x1 et x2. On écrit la fonction objectif, la première, c'est un produit de maximisation du profit total qui est z, est égal à 4000x1 plus 8000x2. Ce sont les deux valeurs qu'on trouve ici dans la dernière ligne du bénéfice unitaire. Sous contrainte des trois ateliers, atelier 1 moteur, carrosserie et assemblage. Attention aux signes de l'inéquation, d'accord? Donc les trois contraintes, ils sont écrites de cette forme. Et finalement, il ne faut pas oublier la contrainte de la non-négativité. On a vu aussi une autre forme, ce qu'on appelle la forme générale. Autrement dit, on a essayé d'écrire la forme canonique sous forme matricielle. On a défini Z comme vecteur et le transposé de ce vecteur. On a défini le vecteur X qui est formé de X1 et X2. On a défini la matrice A qui est formée de ces éléments de ces trois contraintes, 1, 2, 1, 1, 2, 1 et 3, 2, 1. Et on a défini B, qui n'est autre que ce vecteur de 450, 350 et de 200. Bien sûr, avec la contrainte de la non-négativité, c'est-à-dire que x1 et x2, tous les deux doivent être positifs. Donc, comme je l'ai dit, cette forme a un nom, c'est la forme canonique. Attention, les inégalités, ils sont exprimés sous forme d'inéquation, et on n'a rien que les variables de décision, c'est-à-dire x1 et x2. Dans la forme générale, donc comme je l'ai expliqué, il faut définir la matrice A, bien sûr qui est formée des éléments de ces éléments A11, A21, A31, qui forment la première colonne. La deuxième colonne, elle est formée par 1, 1, 2, A22 et A32, qu'on trouve ici. Z, c'est le vecteur qui est formé par C1, c'est-à-dire 4000, C2, 8000, C1, C2. Et X, c'est les deux inconnus qu'on cherche et qui vont nous permettre de maximiser la fonction objective. B, c'est la capacité de production disponible en heure par mois, c'est-à-dire ces éléments qui sont là, 450, 350 et 200. Très bien. Il y a une autre forme qu'on va définir maintenant, ce qu'on appelle la forme standard. Pour l'écrire, on doit commencer par l'écriture de la forme canonique. Par exemple, si on se fixe sur la première contrainte de l'atelier 1, d'accord, on a l'expression suivante. 1x1 plus 3x2 inférieur est égal à 450. Donc l'idée, c'est de passer de cette inéquation à une équation. De changer le signe ici, de changer ce signe qui est là, en le passant à une égalité. Bien sûr, pour le faire, on doit ajouter un terme. Ça, c'est inférieur à 450, c'est-à-dire si j'ajoute quelque chose, il sera égal à 450. Ce quelque chose, ce n'est autre qu'un terme que je vais ajouter, il est aussi inconnu, qu'on appelle une variable d'écart. D'accord? Donc, pour l'atelier 1, on aura cette expression, on aura 1x1 plus 3x2, plus un terme, c'est une variable d'écart associée à la première contrainte, est égal, cette fois, 450. Donc, on a passé de l'inégalité à l'égalité. On peut faire la même chose, mais avant de passer à la deuxième contrainte, c'est facile de visualiser le concept graphiquement. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire ces barres ici? Donc la capacité de production disponible pour l'atelier 1 est de 450 heures. Imaginons que le besoin en atelier 1 pour produire X1 de la voiture type A et X2 de la voiture type 2 est de 400 heures. Alors dans ce cas, on aura un reste de 50 heures. Parce qu'en total, on a 450. Si on va utiliser rien que 400 heures pour fabriquer X1 et X2, alors on aura un reste de 50 heures. Ce qui veut dire que la variable d'écart, en quelque sorte, signifie
le reste en stock une fois qu'on trouve la solution. Ceci dit, on peut passer maintenant aux autres contraintes, c'est-à-dire l'atelier 2 et l'atelier 3, pour transformer ces écritures à des égalités. C'est-à-dire on doit ajouter d'autres variables d'écart, des variables d'écart pour chaque contrainte. E1 pour la contrainte 1, E2 pour la contrainte 2 et E3 pour la contrainte 3. Finalement, on peut ajouter la contrainte de la non-négativité. Attention, les écarts qui vont rester dans le stock, doivent être des quantités positives. C'est la raison pour laquelle qu'on doit ajouter, c'est impératif, on doit ajouter cette condition, les variables d'écart sont aussi positives. Et finalement, bien sûr, on doit ajouter la fonction objectif. Vous voyez ici, si vous regardez ici, ce qu'on ajoute, on n'a ajouté rien que les variables d'écart avec un terme avec des zéros. C'est toujours la même chose, c'est 4000x1 plus 8000x2. Et on a ajouté ces zéros ici, 0,1 plus 0,2 plus 0,3, pour visualiser les variables. C'est-à-dire que ici, on a passé de la forme canonique, on n'avait rien que deux variables, c'est-à-dire les variables de décision x1 et x2, et on a ajouté trois variables maintenant d'écart, et en total, on a 5. Et ceci doit être visible non seulement dans les contraintes, mais aussi dans la fonction objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté des zéros. Et 0 fois E1, ce n'est autre que 0, mais seulement pour la visualisation. Donc la transformation est la suivante. Là, les contraintes, il faut transformer le signe de l'égalité au signe de l'égalité en ajoutant les variables d'écart. Chaque variable d'écart pour chaque contrainte, E1, E2 et 3. Attention, ces variables d'écart doivent être positives. Et finalement, dans la fonction objectif, il faut ajouter des 0 au 1, 0 au 2, 0 au 3 pour les variables d'écart, pour visualiser le changement aussi à l'échelle de la fonction objectif. Donc, cette forme-là, c'est une forme standard. Donc maintenant, on sait trois formes, on sait écrire trois formes, la forme canonique, la forme générale et la forme standard. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une autre vidéo.